Alors, France, l'Allemagne, la Slovénie, l'Autriche... Chypre, Galles, Danemark, Espagne, Luxembourg, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Hollande, République tchèque, Italie, Lettonie, Slovaquie, Belgique, Malte, Croatie, Pays-Bas, Bulgarie, Roumanie, Suède... Et Pologne. Là, ça fait 27. C'est quand même chouette, l'Union Européenne, hein. Bienvenue dans ce 22e épisode d'Hémiplégie, qui est le premier de la saison 3. Calendrier oblige, cette saison va parler un peu moins de gauche et un peu plus d'Europe, et d'Union Européenne en particulier. Et on commence par un constat, les gens n'aiment pas l'Europe. Moi, ça me rend un peu triste, parce que je suis fédéraliste, et pour plein de raisons, je pense qu'il vaudrait mieux plus de transfert de souveraineté des États vers l'Union, notamment pour peser davantage au niveau mondial, et en même temps, je les comprends un peu. Alors, je dis les gens n'aiment pas l'Europe, c'est pas tout à fait exact. Déjà, je parle de l'Union Européenne bien sûr, pas de l'Europe elle-même. Ça n'aurait pas grand sens d'être contre l'Europe, c'est un peu comme si on était contre l'océan Atlantique. Et en plus, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a 47% des Européennes et des Européens qui ont confiance en l'Union Européenne, contre 45% qui n'ont pas confiance en elle. Alors, ça fait pas un total de 100, parce qu'il y a 8% des gens qui s'en battent les steaks. En France, il n'y a plus que 34% des gens qui ont confiance en l'Union et 55% qui n'ont pas confiance en elle. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et comment faire pour restaurer cette confiance. Et ça, c'est beau. À chaque élection européenne, c'est le même constat. L'Union européenne, on n'y comprend rien. Pourtant, on en parle à l'école, il y a des vidéos qui expliquent comment ça marche. Tous les 5 ans, les partis politiques sortent des tracts qui en parlent. Il y a même désormais une excellente série française sur le sujet, c'est Parlement, et je vous recommande vraiment de la regarder. Mais quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Je vais faire un épisode spécial sur les institutions européennes, et là on va bien se marrer, donc je rentre pas trop dans les détails, mais je donne quand même un exemple. Il existe en Europe un Conseil de l'Europe, un Conseil européen et un Conseil de l'Union européenne. C'est vraiment 3 conseils différents qui existent et qui ont le même nom. Parmi eux, il y en a 2 qui concernent l'Union européenne. Je vous dis pas lesquels, on en parle bientôt dans une autre vidéo. Conseil européen, Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, forcément après, les gens qui baignent pas dedans ont un peu de mal à s'y retrouver. Pour les lois, en France, on voit à peu près comment ça se passe. On vote pour des députés et un président, ils s'arrangent entre eux pour qu'on ait un gouvernement, tout ce monde la discute pour faire une loi, on fait un petit tour au Sénat histoire de dire, et après on a une loi qu'il faut appliquer. Je résume bien sûr, mais enfin c'est le principe. Côté Union Européenne, c'est un peu plus compliqué. Déjà, ça se passe entre Bruxelles et Strasbourg, souvent à Bruxelles, donc c'est loin et mine de rien, ça joue. Là-bas, on a des pays membres qui nomment des gens, qui proposent des lois, qui sont modifiées au Parlement, les ministres des États membres donnent leur avis, ils se mettent d'accord tous les 3, et à la fin, il y a une loi qui est même pas une loi. C'est soit un règlement, dans ce cas-là c'est quasiment une loi et tout le monde doit l'appliquer, soit ça peut être une directive, et dans ce cas, il faut que ça soit traduit dans la loi de chaque État membre. Bon, au final, peu importe le nom que ça porte, de toute façon ça impacte notre quotidien. Mais oui, c'est un peu plus abstrait. Si on y ajoute le fait que même au Parlement européen, qui est peut-être l'organe le plus simple à comprendre, on est plutôt sur une culture à l'allemande de négociation et de compromis, plutôt que sur une culture du conflit politique à la française, là on en perd un peu nos repères. On en arrive au cœur du sujet. S'il y a un rejet de l'Union européenne, c'est aussi parce qu'intrinsèquement elle a été mal construite. Ça vient pas de nulle part, on comprend si on regarde les pères de l'Europe. Oui, parce que l'Union européenne, elle a que des papas. Bonjour, l'égalité des genres et la parité. En même temps, ça fait très mariage pour tous finalement. Mais tous ces gens-là, donc, ils étaient globalement libéraux et plus spécifiquement ordolibéraux. Les ordolibéraux, ce sont des gens qui pensent que les États ont une utilité, celle d'accompagner l'économie pour qu'il y ait une vraie concurrence libre et non faussée entre les entreprises. Donc, il n'y a pas besoin d'un État fort ou d'un État démocratique, il faut un État qui n'embête pas trop le marché et surtout qui soit dirigé par des personnes de bon sens, qui comprennent l'économie et les vrais besoins des patrons. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'Union européenne. Il y a bien un Parlement qui est élu par le peuple, mais il n'a qu'un pouvoir limité, parce que c'est bien connu, le peuple, il est dangereux et il comprend pas grand-chose aux affaires. Alors en face, on a mis la Commission, une structure technocratique dont les membres sont nommés par les États, ça donne d'ailleurs toujours lieu à des négociations un peu à la House of Cards, mais ce sont des gens sérieux. Et ce sont eux qui ont le plus de pouvoir. Pour résumer, l'Union européenne, c'est en quelque sorte la première de la classe du libéralisme, même si on compare aux États-Unis. Et ça fait pas rêver. Alors, faut changer tout ça.
C'est important parce que l'Union européenne, c'est un beau et c'est un grand projet. C'est la paix, ça devrait être la paix, ça pourrait être la promesse d'un avenir meilleur grâce à des mesures sociales prises à l'échelle d'un continent, c'est pas rien ça. Et ça devrait aussi être le niveau auquel on peut agir concrètement pour préserver la planète. Bref, on peut en faire un truc bien. Mais pour ça, faut changer des choses. Bon alors ça c'est pas vraiment une solution à long terme, mais on pourrait déjà commencer par expliquer le fonctionnement de l'Union européenne. Pas seulement au moment des élections, mais régulièrement, à chaque fois qu'on en parle dans les médias par exemple. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. C'est pour ça aussi que la série Parlement est très utile. Ça met des images sur des mots parfois un peu abstraits comme trilogue par exemple. Pour bien sûr expliquer, ça va pas tout faire. Il va falloir aussi simplifier les institutions, les rendre lisibles. Et ça, paradoxalement, ça se décide pas au moment des élections européennes. Je dis ça parce que à gauche, on a un peu tendance à dire qu'on peut pas s'allier pour les élections européennes parce qu'on n'est pas d'accord sur la révision des traités. Mais ça, c'est les parlements nationaux qui en parlent, donc c'est lors des législatives qu'il faut y réfléchir, pas pendant les européennes. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, n'empêche que c'est un nouvel argument bidon contre l'union de la gauche, mais ça, on connaît. Voilà quelque chose dont on parle assez peu, et pourtant moi j'y crois beaucoup. Il faut rendre l'Union européenne concrète dans nos esprits. Alors ça implique pas forcément des grands travaux sur les traités, même si effectivement un passeport européen ça claquerait, mais c'est avant tout un chantier culturel. Ça peut passer par des choses toutes bêtes. Par exemple, rappeler lors de l'adoption d'une loi au Parlement national qu'elle est en fait uniquement la concrétisation d'une directive européenne. Bon, on va pas le dire comme ça évidemment, mais en mettant plus l'accent sur l'adoption des directives au niveau européen que sur sa transposition à l'Assemblée, peut-être que ça serait plus simple et on verrait mieux l'implication dans notre vie quotidienne. Autre exemple, les élections européennes. Pour l'instant, on vote dans chaque pays, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, mais résultat, on est sur des élections nationales, mine de rien, ce qui n'a pas vraiment de sens. On pourrait très bien changer les choses et voter pour des listes transnationales. Comme ça, les Allemands, les Français, les Chypriotes, les Slovaques, bref, tout le monde voterait pour les mêmes listes et on sortirait de la logique où chacun reste dans son coin. On pourrait imaginer aussi que la tête de liste de ces listes transnationales devienne présidente ou président du Parlement européen. Ça nous parlerait bien en France parce qu'on aime bien avoir un nom, un visage. On en pense ce qu'on en pense, mais des listes transnationales qui ont leur candidat à la présidence du Parlement, ça permettrait un petit peu mieux d'incarner l'Europe. Tout ça, c'est des solutions à court terme qui ne règlent pas le problème de fond, celui de la démocratie européenne. Et c'est à ça qu'il faut vraiment s'atteler, même si, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Ça doit passer au bout du bout par une révision des traités, pour donner plus de poids au Parlement européen notamment, mais d'ici là, ça peut également passer par la mise en place de choses comme le traité démocratique européen. C'est une proposition qui date de 2018 et qui a été signée par 120 intellectuels, dont nous parlons notamment dans le livre qu'on a rédigé avec 2 camarades, c'est le moment autoplacement de produits, c'est le manifeste des 10 révolutions que vous pouvez commander un peu partout. La 10e révolution, justement, c'est un traité démocratique pour l'Europe, et je vous en reparle très bientôt. Voilà, si vous aimez l'Europe, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne, et si vous l'aimez pas, faites-le aussi, on va essayer de la rendre désirable ensemble. Camarades, à bientôt.